quand on pense Google, on pense en priorité search, mais la réalité, c'est que pour les e-commerce, c'est l'onglet shopping qui va avoir beaucoup d'importance. Moi, j'ai fait le test avec un client. J'ai récupéré la gestion de son compte la veille des soldes d'été. Ok, petit stress déjà. Et ces campagnes-là diffusaient majoritairement sur le search. Et le fait d'optimiser le flux shopping, en fait, on a inversé ça. Donc, on a pris cette part, au lieu de faire 80% de search, 20% de shopping, en optimisant le flux, on a inversé, on est passé à 80% de shopping pour 20% de search. C'est ça, c'est de dire aux annonceurs, en fait, dans l'idée, qu'est-ce qui est important pour votre business ? Quels sont les critères qui font que vous allez faire du profit sur une certaine partie de votre offre, etc. La saisonnalité, le taux de retour, les performances réelles, les marges, etc. Le flux produit, c'est une extraction de l'offre du client sur son site. On le prend, on l'emmène et on va le mettre sur Merchant Center et on va le donner à Google. Où est-ce qu'on fait intervenir le catalogue ? On l'a pris en compte assez tôt et donc il y a notamment le sujet du flux, mais il y a aussi la capacité que nous, on va pouvoir avoir avec nos clients d'automatiser la manière dont ils vont aussi déployer leur search, leur campagne directement sur leur compte Google Ads. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'effet marketing pour la suite de cette mini-série e-commerce en partenariat avec Chainable. Dans cette mini-série e-commerce, on va parler optimisation de flux produits, diversification des canaux d'acquisition et évolution des plateformes publicitaires. Notre objectif, c'est vraiment de vous donner toutes les clés pour performer en 2025. Et dans cet épisode, on va parler Google Ads en 2025 et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir deux invités à mon micro. Arthur Lubrano, qui est responsable développement chez Chainable, la plateforme e-commerce qui vous permet de centraliser le déploiement de votre catalogue produit, et Romain Amino, qui est consultant Google Ads e-commerce et expert en flux shopping. Bonjour à tous les deux et bienvenue sur le podcast. Bonjour Léa. Bonjour Léa. Pour démarrer cet épisode, ce que je vous propose, c'est de se faire un petit état des lieux des évolutions de Google Ads pour qu'on puisse bien démarrer cette année 2025. Quelles sont, vos observations sur les grandes tendances et évolutions sur ces dernières années ? On a eu tout ce qui est partie tracking, avec de plus en plus de blocages au niveau de la RGPD, au niveau légal, qui nous qui nous permettent de collecter moins de data. Il y a le sujet de la compétitivité aussi, donc le fait que Google n'est plus le seul levier sur lequel on peut faire de la publicité. Donc là-dessus, comment la plateforme s'est adaptée, même si ça reste le numéro un. L'arrivée notamment des plateformes type réseaux sociaux qui deviennent aussi des nouveaux moteurs de recherche. Donc c'est un sujet qu'on abordera dans un autre épisode. Et puis peut-être le sujet des nouveaux formats de campagne. Je pense que tu peux peut-être élaborer sur cette partie-là un peu plus. Il y a 2 ans, Google a mis en place la campagne PMax, qui est une campagne tout automatique. Google va diffuser sur tout un tas de réseaux, donc le search, les résultats textuels, le shopping, le réseau display, le réseau vidéo, Gmail aussi. Et du coup, on a moins de maîtrise pour voir où vont être diffusés nos produits, où vont être diffusées nos annonces. Google va faire des mix des formats d'annonces. Donc, c'est un peu compliqué à gérer. C'est la boîte noire de Google. Et ouais, donc du coup, si je reprends les différents points qu'on a dit, on a la partie tracking qui est, on le sait, un point crucial depuis les dernières années, mais qui l'est encore plus aujourd'hui, notamment avec des campagnes PMax, parce que plus on aura un bon tracking, plus on va pouvoir diffuser de la meilleure manière possible sur des campagnes Performance Max, qui sont du coup des campagnes 100% automatique, j'ai envie de dire. Et du coup, l'objectif, c'est d'envoyer les bonnes données du coup aux algorithmes. Et justement, ça me fait penser à un autre point aussi, parce que pour envoyer les bonnes données aux algorithmes en tant qu'e-commerçant, il y a un sujet qui est le catalogue produit, qui pour moi est un élément qui, j'ai l'impression, prend de plus en plus de place pour les e-commerçants sur la partie Google. Vous, est-ce que vous avez des retours là-dessus, nous faire un peu une évolution de savoir pourquoi aujourd'hui c'est crucial de travailler son catalogue produit quand on fait de la publicité sur Google? On peut peut-être dérouler aussi le fil de comment ça se passe. Tu parles beaucoup mieux que moi des campagnes, mais donc pour un annonceur qui souhaite déployer son catalogue sur Google, il va dans un premier temps connecter son catalogue sur ce qu'on appelle le Merchant Center. Et derrière, c'est ce catalogue-là qui viendra nourrir les différentes campagnes qu'il va déployer sur du shopping, PMax, etc. Donc c'est un peu ça la logique, la dynamique. Et puis derrière ce catalogue, il va éventuellement varier en fonction des pays, en fonction des monnaies, etc.
Mais c'est un petit peu cette dynamique-là pour que derrière, ça puisse se transformer en annonce que Google peut diffuser. Justement, tu vois, toi, Romain, qui est consultant Google Ads depuis des années, je sais que là, les sujets sur ces derniers mois, c'est de plus en plus le catalogue produit. Pourquoi aujourd'hui, c'est quelque chose que tu vas travailler en priorité pour tes clients e-commerçants? En fait, c'est la première source qu'on va donner à Google pour comprendre notre offre. Donc, on peut lui donner des mots-clés pour faire du search, mais on ne peut pas faire ça pour faire du shopping. Pour faire du shopping, il lui faut un flux de données, comme disait Arthur. Et Google va en déduire les mots-clés et pouvoir faire matcher le plus possible entre la demande et l'offre de l'e-commerçant, en fait. Et il n'y a que cette source-là qui va permettre de faire ça. Donc, plus elle est complète, plus on va matcher. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, c'est que typiquement Google, et peut-être qu'on peut d'ailleurs se refaire un point là-dessus, parce que là, on parle de Google Ads e-commerce. Quand on pense Google, on pense en priorité search, mais la réalité, c'est que pour les e-commerce, c'est l'onglet shopping qui va avoir beaucoup d'importance. Je pense que pour nos auditeurs, vous avez pour la grande majorité, si ce n'est la majorité des personnes en tête, l'onglet shopping sur lesquels on peut diffuser des annonces publicitaires. Et toi, ce que tu nous disais, Romain, c'est que justement, pour apparaître dans ce flux shopping-là, dans cet onglet shopping, on va donner à Google le catalogue de nos produits et on ne va pas lui donner des mots-clés. C'est en fonction du catalogue et des données qu'on va lui fournir que lui, il va diffuser, il va décider où est-ce qu'on va diffuser. Donc, du coup, d'où l'intérêt de travailler au maximum ce catalogue-là, parce que sinon, j'imagine qu'on peut diffuser sur des requêtes qui ne sont pas du tout pertinentes. On peut diffuser sur des requêtes qui ne sont pas du tout pertinentes. On peut être... Des fois, ça peut être même complètement à côté de la plaque. Ok. On peut, admettons, pour une entreprise qui vend de l'huile, on peut remonter sur autre chose que sur de l'huile de moteur ou de l'huile de vidange. Enfin, si les mots-clés sont pas du tout optimisés, les fiches produits sont pas du tout optimisées. Pour rebondir là-dessus, c'est un peu avoir en tête cette image de l'entonnoir dans la manière dont on va envoyer les informations, de se dire que le tout premier niveau, avant même de parler de fiches produits, quand on a un produit qu'on l'envoie au Google, ça va être la catégorisation. Ça va être de dire, ce produit-là appartient à telle catégorie que Google a standardisée. Derrière, un niveau en dessous, ça va être envoyer, par exemple, le type de produit dont il s'agit. Donc, être en capacité d'envoyer à Google l'information de dire, voilà l'arborescence de mon site. Et certes, toi, tu as une certaine catégorie, mais moi, je vais venir affiner le travail en t'envoyant cette information-là. Et puis après, en découle derrière toutes les informations qu'on va avoir sur une offre, sur un produit que Google peut récupérer. Et de là, sont derrière générer les annonces. Et un flux produit, c'est très normé, en fait. On va avoir des choses qui sont obligatoires, qu'il faut absolument envoyer, comme un titre, une image, une description produit et un prix. Et après, derrière, on peut aller optimiser ce titre, optimiser la description, et puis remplir tout un tas, ce que Google appelle des attributs. Donc ça peut être pour du textile, de la couleur, les tailles, la matière. Okay. Et ça va aider Google à comprendre notre offre et à aller le faire matcher avec des requêtes que les gens vont taper quand ils vont faire leurs recherches. Et du coup, ça veut dire que toi, aujourd'hui, systématiquement, quand tu lances des publicités pour un e-commerce, tu vas avoir un travail sur ce flux produit en amont. C'est systématique. En fait, on a rarement le flux produit, c'est une extraction de l'offre du client sur son site. On le prend, on l'emmène et on va le mettre sur Merchant Center et on va le donner à Google. C'est très rare que ça soit parfait. Enfin, il manque toujours des choses. Il manque toujours des attributs couleurs, des attributs matière. Les titres sont pas optimisés. Des fois, les gens... Enfin, c'est une question de branding aussi. C'est que si on arrive sur une marque X, par exemple très connue, elle va appeler son produit, elle va lui donner un nom. Alors que les gens vont rechercher plutôt un t-shirt de la marque X de telle couleur ou un t-shirt de la marque C. Donc si on envoie juste le nom et qu'on met pas la marque ou qu'on met pas t-shirt, on va être à côté. Et pour les marques connues, on va laisser la place aux revendeurs, aux retailers, à Amazon. Et nous, on préfère vendre le produit directement sur notre plateforme que de le vendre via Amazon ou via un revendeur, par exemple. C'est ça, il y a un sujet de remplir ce qui est manquant par rapport à ce que Google peut récupérer. Et puis, il y a un sujet de comment je l'adapte pour prendre en compte le fait qu'il y a une différence entre la manière dont apparaît l'offre sur mon site et la manière dont elle va apparaître derrière sur Google.
Et donc, le fait d'optimiser son flux produit, on l'a dit, ça va nous permettre de mieux diffuser dans les requêtes sur Google. Mais moi, il y a un autre sujet que je remarque aussi, c'est en termes de gestion des campagnes, ça fait aussi une grosse différence à l'intérieur de Google Ads quand tu as la possibilité d'avoir la main sur ton catalogue produit. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner de, typiquement, j'ai mon flux produit qui est optimisé. Derrière, dans la gestion de mes campagnes Google Ads, concrètement, comment est-ce que ça peut s'articuler VS si j'ai un catalogue produit pas travaillé, c'est-à-dire que j'appuie sur le bouton et ça envoie tous mes produits et derrière, je sais pas trop ce qui se passe, quoi. Moi, j'ai fait le test avec un client où c'est une marque connue. J'ai récupéré la gestion de son compte la veille des soldes d'été. Ok. Petit stress déjà. En fait, j'ai décidé de rien toucher dans les campagnes Google Ads et je m'étais mis d'accord avec le client. Je lui ai dit pendant 1 mois, je vais faire que d'optimiser le flux. Comme ça, on va voir ce que ça donne parce que le flux n'était pas du tout optimisé. Et puis ensuite, ça nous permettra derrière de nous concentrer sur les campagnes une fois que les soldes, la grosse vague des soldes sera passée. Et le fait de ne toucher qu'au flux, donc ça a été remplissage d'attributs, optimisation des mots-clés dans les titres. En l'occurrence, de rajouter t-shirt, comme je disais tout à l'heure, quand c'est un t-shirt, rajouter la marque avant ou après, si on veut optimiser pour la marque, rajouter les couleurs, les tailles, etc. Ça a été, en termes d'impression, plus 320%. Ok. Et plus 220% de clics. Ok. Donc après, tout ça se déduit en conversion, etc. Pour exactement le même budget. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que il avait des campagnes Performance Max où la marque n'avait pas été exclue. Okay. Et ces campagnes-là diffusaient majoritairement sur le search. Et le fait d'optimiser le flux shopping, en fait, on a inversé ça. Donc, on a pris cette part, au lieu de faire 80% de search, 20% de shopping, on a juste en optimisant le flux, on a inversé, on est passé à 80% de shopping pour 20% de search. Et puis un petit peu de display, etc. Et donc, du coup, ça montre, sans rien toucher dans Google Ads, que l'optimisation d'un flux produit, on peut influer sur la diffusion dans une PMax ou même sur un compte. Et là, en plus, c'est le cas concret de, quand on disait tout à l'heure, avec ces campagnes super intelligentes comme Performance Max, l'objectif, c'est de lui envoyer les bonnes informations. Là, on voit qu'au démarrage, la campagne avait pas beaucoup d'informations. Donc, par défaut, elle diffusait sur le réseau search avec le nom de la marque, qui est un peu le truc le plus simple à faire, du coup, pour une campagne automatique qui a envie de montrer des bons résultats. Et là, tu vois, qu'en lui injectant les bonnes données avec un flux produit optimisé, du coup, ça a permis de mieux diffuser en shopping et du coup, derrière, d'augmenter la diffusion et donc les ventes sur ces produits-là. C'est ça, exactement. Et derrière, ça a permis de construire une base où on a pu restructurer le compte et exclure la marque des PMax et avoir des campagnes qui font de la prospection, qui vont chercher les nouveaux clients et lancer des campagnes shopping brandées où là, on va aller maîtriser le CPC, maîtriser l'acquisition sur notre propre marque. Ok. La régie Google, c'est la régie qu'on travaille depuis le plus longtemps dans la plateforme. Et ce sujet de où est-ce qu'on fait intervenir le catalogue, on l'a pris en compte assez tôt. Et donc, il y a notamment le sujet du flux, donc, qui va être déployé sur la partie shopping. Mais il y a aussi la capacité que nous, on va pouvoir avoir avec nos clients d'automatiser la manière dont ils vont aussi déployer leur search, leur campagne directement sur leur compte Google Ads. Comment, à partir du catalogue, on va en fait générer des campagnes, des annonces qui soient plus pertinentes et qui prennent en compte directement des éléments du catalogue. Pour éviter d'avoir des annonces search assez génériques qui apparaissent sur des recherches avec simplement le nom de la marque, par exemple, mais aller dans le détail aller chercher le produit ou à partir de quel prix ce groupe de produits démarre, etc. Donc toujours partir du principe que le catalogue permet de personnaliser derrière la manière dont les campagnes, que ce soit sur du search, du PMax ou du shopping, peuvent être personnalisées. Ouais, donc là, si je comprends bien, ça veut dire que du coup, en utilisant les données de ton catalogue, ça te permet de générer automatiquement des annonces textuelles que tu vas pouvoir diffuser sur le réseau search de Google. C'est ça, exactement. Et même chose directement sur la manière de générer ces annonces sur de la PMax, sur du shopping.
Je te prends un exemple très concret. Tu as un catalogue avec des produits qui ont plusieurs variations de taille, voire de couleur. Quand tu es dans ce cas de figure-là, pour tout annonceur qui nous écoute, tu as souvent des variations que tu vas vendre plus vite que les autres, qui sont tes variations les plus populaires. Aujourd'hui, comment tu arrives à avoir le contrôle de dire, écoute, moi j'aimerais envoyer l'information à Google qu'une fois que mes tailles les plus populaires sont épuisées, j'aimerais tout simplement que le produit sorte de ma campagne parce qu'il ne me reste sur mon site que des variantes. Je sais que j'aurai beaucoup de mal à vendre. Donc, réussir à avoir ce niveau de contrôle sur la manière dont on va déployer ces campagnes, dont on va déployer ces annonces. Et donc, c'est sur ces sujets-là que nous aussi, on travaille à partir du catalogue dans la manière dont on va générer les campagnes. En fait, c'est un annonceur, par exemple, dans le textile, on sait que si on prend des tailles hommes, il va vendre principalement du M, du L et du XL. Et en fait, on a aussi dans le catalogue, on a du XS, du S et on va jusqu'au triple XL par exemple. Mais le problème, c'est quand on annonce et qu'on envoie toutes les variantes, le triple XL va ressortir parce qu'il reste du stock. Les gens cliquent dessus et c'est le comportement humain, c'est qu'en fait on voit, même des fois les gens le voient même pas, ils cliquent sur l'annonce en triple XL en disant de toute façon je la choisirai la taille sur le site. Mais les tailles sont plus disponibles. Donc en fait on paye des clics qui ne convertiront jamais. Donc en fait ce qu'on fait avec un outil comme Chanable, c'est qu'on va quantifier ces tailles exotiques, regarder le stock qu'on a au global de l'article, par exemple du t-shirt en noir de tel modèle, et si les tailles exotiques représentent plus de 80% ou 90% de toutes les tailles restantes, on coupe le produit. Et on n'annonce plus dessus. Et c'est comme ça qu'on optimise aussi les budgets. Et du coup, on va le concentrer sur d'autres articles, d'autres produits, pour pousser les produits qui vont se vendre, en fait. Ouais, et du coup, ça te permet de t'assurer que tu peux diffuser uniquement quand c'est pertinent, dans le sens où ça t'évite de diffuser, par exemple, sur t-shirt noir, et du coup, que ce soit écrit, par exemple, au bout triple XL, et la personne n'a pas forcément vu. Elle clique, en fait, elle veut du M ou du L, et finalement, c'est pas disponible, et du coup, là, t'as payé pour rien. Le fait d'avoir ces règles, du coup, qui sont, du coup, paramétrées au niveau du flux produit directement. C'est ça. En fait, c'est avant, en amont, dans l'outil, on le paramètre pour ne plus envoyer le produit dans Merchant Center et dans Google Ads. Et on n'annonce plus dessus. Il faut peut-être revenir à l'origine de ça, c'est de dire, sur un produit comme ça, je vais envoyer toutes mes déclinaisons, malgré tout, à Google au départ, dans mon flux. Parce que derrière, tu crées un historique sur cette fiche produit-là. Il faut que toutes les déclinaisons, elles apparaissent au moins à minima. Enfin, en tout cas, nous, c'est le message qu'on essaie de partager dans ton Merchant Center. Après, derrière, tu vas choisir peut-être que tu vas diffuser ou faire de la publicité sur une certaine partie de ces variantes. Mais au départ, c'est quand même de dire, ça, c'est mon catalogue d'offres, l'intégralité de mon catalogue d'offres sur mon site. Je veux au moins le communiquer dans son intégralité à Google sur la partie au moins fiche gratuite, ce qu'on appelle sur Google. Et là, c'est un super point que tu soulignes parce que justement, c'était une question que je voulais vous poser et avoir vous justement vos bonnes pratiques là-dessus. Si moi, je suis un e-commerçant et que justement, j'ai un produit avec plusieurs déclinaisons, que ce soit plusieurs tailles ou plusieurs couleurs, votre conseil, c'est vraiment de partager l'intégralité du coup de ces déclinaisons-là plutôt que moi, dès le début, faire ma première sélection. En sachant que le premier step, c'est de pousser son catalogue à Google, au standard de Google, dans Merchant Center. Et ça, c'est gratuit, en fait. Tout le monde peut le faire. Et ça permet à Google de créer l'historique sur les fiches produits. Puis nous, derrière, on va aussi encourager les clients à prendre le contrôle sur la partie de leur catalogue, justement, sur laquelle ils vont vouloir diffuser. On reviendra peut-être sur ce sujet de la segmentation. Mais en tout cas, je te laisserai confirmer ou infirmer ce que je dis, mais derrière, de faire un travail qui va être de cibler peut-être une partie et pas l'intégralité, mais en premier lieu, de pousser l'intégralité du catalogue sur Google Merchant Center. Oui. Dans un premier temps, il faut toujours tout envoyer, parce qu'en plus, le fait de faire ça, on va couvrir beaucoup plus de requêtes. Il y a des gens qui cherchent la taille. Il y a des gens qui cherchent directement, même parfois, l'EAN. Et donc, tout ça, faut l'envoyer, il faut que ça soit présent. Et notamment, c'est le cas des EAN, c'est dans l'électronique beaucoup. Les gens, ils recherchent une référence très précise, qu'avec des codes. Ils vont même, voilà. Et donc, faut tout envoyer. Et après, on fait notre tri. On regarde ce qui marche, on regarde ce qui marche pas. Est-ce qu'il y a des couleurs qui vont se vendre, des tailles qui vont se vendre, des modèles. Et on les enlève. Mais le retour qu'on nous fait, en fait, c'est pareil, ça vient d'une peur. Ça vient d'une peur qui est de dire, mais en fait, je vais pas vouloir pousser tout mon catalogue parce que je vais pas vouloir faire de la publicité sur tout mon catalogue. Parce que derrière, je sais que je vais disperser trop mon budget.
Mais en fait, nous, le message qu'on va avoir en retour, c'est de dire non, mais ce niveau de contrôle, tu peux malgré tout l'avoir en poussant l'intégralité de ton offre sur la plateforme. C'est ce que derrière te permettent de faire les étiquettes personnalisées. C'est ce que tu peux faire avec un outil comme le nôtre sur la partie qu'on appelle automatisation SEA, sur laquelle nous, on va générer les campagnes directement sur Google. On va avoir cette logique de système de règles qui va nous permettre justement de cibler tout ou partie du catalogue sur lequel on va vouloir faire de la publicité. Mais en parallèle de ça, malgré tout, d'envoyer l'intégralité de son offre. Et ça, c'est ce qui te permet, du coup, à l'intérieur de Google Ads, de pouvoir segmenter tes campagnes par catégorie de produits ou par les produits les plus vendus. Est-ce que, Romain, tu pourrais nous faire un retour sur les structures que toi, tu utilises dans tes comptes publicitaires sur Google, justement, pour segmenter ton catalogue produit? Systématiquement, on va essayer de pousser. En fait, le but de Google Ads, ça va être d'essayer d'optimiser ce qui marche déjà. Donc, c'est là où on va faire les gains les plus rapides. Donc, dans un premier temps, il faut systématiquement pousser nos best-sellers. Et ça va se faire avec, notamment sur Shopping. Donc, on va avoir, mettons, une campagne best-seller. Et on va essayer de la relayer avec, ça peut être des campagnes de DSA basées sur notre flux produit. On va prendre les URL, les pages de destination de ces produits. Et on va créer des campagnes de search. Comme ça, on va les couvrir à la fois en Shopping et à la fois en search. Et après, on peut continuer avec les produits qui se vendent un peu moins bien, mais auxquels on veut donner de la visibilité. Ça peut être par exemple des produits qui se vendent très bien en SEO, mais ils ne sont pas assez visibles sur Google Ads. Donc on va créer une campagne dédiée à ça. On peut aussi se dire que si c'est des marques propres, le cas d'un client qui a des MDD, il marche beaucoup plus sur ces MDD, donc on va créer des campagnes sur ces MDD. Et en fait, quand on commence à être mature sur Google Ads, on va mettre en place ce qu'on appelle du scoring de produits. Donc en fait, on va voir les produits qui se vendent, donc nos best-sellers, qui ont un bon taux de conversion, qu'on a en stock, on a peu de retours. Et ces produits-là, en fait, on va leur donner un score et on va diviser nos campagnes et nos budgets et nos objectifs de rentabilité en fonction du score de ces produits-là. Et ça va évoluer dans le temps. C'est-à-dire que le scoring va évoluer en fonction de la demande. Quand on arrive un client qui vend des produits pour des sports de glisse, en été, on va pousser plus les matériels de surf que le matériel de snowboard, et en hiver, plus le snowboard que le matériel de surf. Et donc, notre scoring est dynamique, en fait. Et les produits, en fonction du scoring qu'on met en place, ils vont bouger dans les campagnes. Et tout ça se fait grâce à des outils comme Chanable. Et ça se fait principalement avec des flux supplémentaires, des importations XML. En fait, on connecte notre site avec Chanable. Et on va donner des scores et des pondérations à chaque critère. Le stock, c'est une pondération. Le taux de retour, c'est une pondération, etc. C'est ça, c'est de dire aux annonceurs, en fait, dans l'idée, qu'est-ce qui est important pour votre business ? Quels sont les critères qui font que vous allez faire du profit sur une certaine partie de votre offre, etc. Est-ce que c'est, donc, comme disait Romain, la saisonnalité, le taux de retour, les performances réelles, les marges, etc. Et en fait, ces sujets-là, bien souvent, pareil, je reviens au sujet de la peur, de la crainte, disons plutôt, de bon nombre d'annonceurs, c'est de dire, mais est-ce que c'est vraiment possible de faire ça ? D'avoir ce niveau de contrôle-là sur quelle partie de mon offre je vais vouloir diffuser. Nous, le retour qu'on leur fait, c'est oui. Il faut, à partir du moment où vous nous faites remonter les données dans la plateforme de ce qui est important pour vous, derrière, on peut avoir ce niveau de contrôle, en tout cas les personnes qui utilisent le plus la plateforme, pour déployer justement ces systèmes de scoring dont Romain parlait. Ouais, ce qui fait qu'en fait, tu peux aller à un niveau de détail finalement très très poussé et maximiser ta rentabilité publicitaire parce que tu sais que tu investis en priorité sur les produits qui vont te rapporter en fait le plus d'argent à l'instant T. Et comme vous disiez, il y a cette notion de dynamique qui fait que c'est automatique et ça peut changer en fonction de la saisonnalité ou d'une semaine A ou B, quoi. C'est ça. C'est ça. Et puis, Google va se baser sur un historique pour atteindre un objectif. Ça, c'est principalement Performance Max. On va lui donner des produits. On lui dit qu'on veut un objectif de 5 de ROAS, par exemple. Donc, pour 1 euro investi, on veut 5 de retour. Ouais, le ROAS, qui est le Return on Ad Spend, c'est ton retour sur investissement publicitaire. C'est ça. Sur les dépenses publicitaires. Et Google va très rapidement identifier les produits qu'il va vendre le plus facilement pour atteindre cet objectif. Et il va avoir tendance à délaisser le reste.
Ouais. Et notamment à pas donner sa chance, par exemple, à des nouveaux produits qui arrivent dans le catalogue. Donc là, on va aussi avoir des campagnes de mettre, par exemple, des labels, custom label, une étiquette personnalisée ou un libellé personnalisé, suivant si on est dans Merchant Center, dans Google Ads. Et on va cibler que ces nouveaux produits, ce qui vont nous permettre de les tester, de donner un historique et après de leur attribuer les scorings et de les envoyer dans d'autres campagnes. Une fois qu'ils auront eu entre guillemets, un premier crash test auprès de Google. Et là, ce que je comprends, en fait, c'est que du coup, ça souligne un biais intéressant qu'il y a aussi sur ces campagnes automatiques, c'est que du coup, elles vont donner la priorité à ce qui a le plus de chances de fonctionner. Et du coup, ça, c'est cool. Et c'est l'objectif qu'on leur donne, c'est comment est-ce que je fais pour aller chercher un maximum de chiffre d'affaires et de rentabilité. Mais du coup, ça peut justement délaisser d'autres produits. Et du coup, là, en fait, ce que tu nous expliques, c'est que tu as des paramétrages qui te permettent du coup d'aller tester en parallèle d'autres produits pour forcer finalement les algorithmes à diffuser dessus et en fait peut-être préciser que si toi tu fais pas cette manip-là parce que toi ça te paraît logique parce que tu as les mains dans Google Ads tous les jours, mais si tu fais pas ça, et moi je l'ai vu sur beaucoup de comptes Google Ads que j'ai audité, des performances max où tu as 2 produits qui marchent super bien et le reste du catalogue on ne diffuse pas du tout dessus. Donc ça c'est vraiment une méthode que tu as mise en place pour pouvoir diffuser sur une plus grande partie du catalogue. Si on a beaucoup de produits en stock et qu'on veut les faire tourner, ce qu'on va faire, c'est qu'en termes de scoring, on va donner une plus grande pondération au stock. Est-ce qu'on a un stock important sur tel ou tel ID ? Ouais. Toutes les personnes, tous les e-commerçants qui ont des campagnes performance max et qui font de la publicité sur Google, ils peuvent faire le test. C'est aller au niveau du compte, aller au niveau des produits. Ils font un filtre tout simple. Sur 30 jours, ils regardent tous les produits qui ont eu plus de 10 clics. Il y a 80% du catalogue qui en fait en aura 0. Okay. C'est très souvent le cas, vu qu'on ne segmente pas. Google pousse que les produits où il est sûr d'atteindre son objectif. Et donc la question qu'on peut poser en retour, c'est certes, si l'annonceur, avec ces résultats-là, atteint ses objectifs, est-ce que malgré tout, sa volonté sur du moyen-long terme, c'est de vendre que 20% de son catalogue finalement ? Est-ce que derrière, ça pose pas des problématiques de toute une portion de mon catalogue dont les stocks vont rester, etc. Ouais. Donc encore une fois, c'est d'expliciter que reprendre ce niveau de contrôle sur la manière dont vont être diffusées mes offres. Et je pense que Romain a souligné un point qui est important, c'est notamment aussi comment aborder l'arrivée de nouvelles offres au catalogue. Donc, il y a beaucoup d'annonceurs qui ont des nouvelles collections qui arrivent régulièrement, des produits qui sortent, etc. Et donc là, pareil, on a beaucoup de clients qui justement utilisent ce format de label dont parlait Romain pour venir isoler ce groupe de produits-là et puis leur attribuer un traitement un peu spécifique sur une certaine période avant de peut-être regarder en effet l'intégralité des performances du catalogue et de dire bon, ok, là c'est un produit qui a suffisamment de retour d'expérience, on peut lui attribuer le reste des campagnes. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant de voir vraiment jusqu'où on peut aller parce que quand on est de l'extérieur, on se rend pas compte le niveau de finesse qu'on peut avoir et surtout de l'importance que ça a, les répercussions que ça va avoir sur nos résultats derrière et du coup sur notre rentabilité. Et j'aimerais bien qu'on se refasse un petit point. Vous en avez parlé, je crois, chacun à 2 moments différents et qu'on fasse le lien entre les deux. Tu parlais au début, Arthur, d'annonces que vous faites automatiques sur le search du coup des annonces textuelles. Et toi, Romain, tu parlais à un moment de DSA, donc de Dynamic Search Ads. Est-ce qu'on pourrait coupler les deux et si vous avez des exemples peut-être à nous partager? Je sais que toi, Romain, tu as des exemples avec des clients justement de DSA que tu utilises qui sont basés sur ton flux produit, avoir une idée du rendu que ça peut donner et des impacts derrière que ça peut avoir en termes de résultats. Moi, j'ai eu le cas d'un client qui quand on a commencé à travailler ensemble, c'était il y a plus d'1 an, m'avait dit, de toute façon, le search chez nous, ça marche pas. Donc, en général, c'est le genre de truc qui pique un peu et qui donne envie d'aller creuser. Et donc, 98% de son budget passait sur des campagnes shopping. Okay. Donc, via PMax, il y a des campagnes shopping classiques et une petite campagne de marque en search. Ok. Un petit peu de search, mais juste sur de la marque, pas trop de risque. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ces best-sellers via Shannable. J'ai créé une campagne de Dynamic Search Ads. Donc, en fait, on donne juste l'URL, la page à Google. Et Google va explorer la page et va en déduire des mots-clés. Okay. Et le fait de faire ça, ça nous a permis de couvrir en shopping, ce qui faisait déjà très bien, mais de le couvrir en plus en search, tous ses meilleurs produits. Donc, il faut aussi imaginer...
ce que ça donne quand on tape sur Google un mot-clé, et ben en fait, il apparaissait sur Shopping, mais en plus, il avait des annonces de search qui apparaissaient. Okay. Et ces annonces de search, via un outil comme Shaneable, en fait, on peut les personnaliser, c'est-à-dire que dans la description de l'annonce, je rajoutais la marque, le prix du produit, le niveau de stock. Ok. Et donc, du coup, ça fait des annonces hyper pertinentes. Et même quand le produit était remisé, je rajoutais la remise. Ok. Donc, ce qui donne, par exemple, voilà, moi, je cherche une machine à laver en ce moment. C'est, du coup, je vais avoir machine à laver que je veux à Hublot de tant de kilos disponible à partir de telle date. Et ce qui fait qu'en fait, ça correspond 1000% à ma requête, quoi. C'est ultra personnalisé par rapport à ce que j'avais tapé à l'origine. C'est ça. Machine à laver, Electrolux, 9 kilos à tel prix. Ok. Et ça apparaît dans la description. Et le fait de faire ça, bah, ça nous a permis de faire sur le search, je crois qu'on faisait 5 ou 6 de ROAS. Ok. Et donc forcément, bah, pour lui, c'était rentable, c'est l'objectif qu'il avait, okay. C'était 5. Et c'est la première fois qu'il a réussi à faire du search rentable, qu'on a réussi à faire du search rentable. Ok. Et tout ça, c'est 100% automatisé, c'est-à-dire 100% automatisé. Okay. Un produit, il passe en best-seller, il est poussé dedans. Un produit passe hors stock, la campagne est coupée, enfin le groupe d'annonces est coupé. Okay. On n'annonce plus dessus. Ce qui est aussi un avantage. C'est que manuellement, dès qu'un produit n'est plus en stock, si on ne va pas manuellement, couper le groupe d'annonces, on continue à dépenser dessus, ou alors il faut mettre des règles pour l'exclure et dire si produit rupture, on coupe. Voilà. Mais toujours se dire que derrière, en fait, c'est pas de la. Même si c'est le mot automatisation, c'est un peu un gros mot, mais il n'y a pas de magie. Tout ça, c'est nourri à partir du catalogue au départ. Donc, la partie de notre outil qui gère ce format de déploiement de campagne automatisé, c'est nourri avec l'offre du client. Donc, en fait, on va pas générer des offres qui n'ont pas lieu d'être. C'est à chaque fois, c'est objectivé par ce qu'on récupère du site de l'annonceur. Donc, admettons qu'une partie du catalogue sorte, derrière, on diffusera plus de campagnes et d'annonces sur ces produits-là. Si y a un produit qui n'est plus en stock, par exemple, pareil, ça coupe, ça met en pause. Donc, c'est toujours dans une logique on se sert de ce que l'annonceur nous met à disposition pour générer des campagnes, des groupes d'annonces et des annonces plus personnalisé. Et en fait, peut-être l'élément que tu n'as pas forcément mentionné, mais c'est plus que ce format-là, est-ce que manuellement, tu aurais pu le déployer pour l'annonceur dont tu parles ? Ah non. C'est pas possible. Bah ouais, parce que si tu as un catalogue de 10 000 produits, c'est impossible. Et puis, ouais, en termes de mise à jour, changer les offres, les stocks et tout, c'est impossible. Bah, en fait, dynamiquement, on va aussi changer. Si le client change ses prix dans la journée, l'annonce change. Ça régénère une nouvelle annonce. Et donc ça, c'est impossible à maintenir dans le temps, en fait. On peut pas aller dans ce niveau de détail. Ou alors à monter des machines qui sont pas stables, en fait. C'est très dur à maintenir. Oui, du coup, ça permet aussi, en termes d'offres, mais du coup, à la fois sur le réseau shopping que sur le search, d'avoir toutes tes informations, de t'assurer que toutes tes informations sont à jour, à la fois en termes de prix, de niveau de stock et d'offres promotionnelles qu'on peut faire sur des temps limités ou même où on décide d'augmenter ou de diminuer la réduction en fonction des premiers résultats qu'on va avoir. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps. Déjà, en termes de paramétrage, tu as ce côté aussi où tu gagnes en pertinence parce que du coup, c'est toujours à jour et c'est ultra personnalisé en fonction de ce que la personne recherche. Et derrière, forcément, tu diffuses mieux et tu convertis beaucoup plus et du coup, tu améliores ta rentabilité. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'a déployé sur les 3 formats. Donc sur le search, sur PMax et sur Shopping aussi. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'on peut aussi envoyer l'image du produit. Oui, puisque maintenant dans le search, tu as droit aux extensions d'images. Et donc toujours dans cette logique de dire est-ce que j'ajoute mes images une par une ou est-ce que justement je vais pouvoir en fait mettre un champ, donc mon champ d'image dans le setup de ma campagne et puis direct les annonces récupèrent la bonne image pour le bon produit. Ouais, déjà, on sait que sur Google Ads, quand tu as une image sur ton annonce, ça améliore nettement le taux de clic. Mais si en plus, tu as l'annonce personnalisée en fonction du produit qui est diffusé sur cette annonce-là, là, c'est jackpot en termes de taux de clic. C'est ça. Taux de clic et en général, taux de conversion. Ça marche bien. Donc là, avec tout ce que vous nous avez partagé, on voit qu'il est possible d'aller super loin sur Google Ads et d'aller sur un niveau de granularité très fin pour nous permettre d'optimiser nos campagnes et donc notre rentabilité. Est-ce que vous auriez peut-être d'autres pratiques qui sont peut-être un peu sous-cotées ou moins utilisées par les e-commerçants que vous pourriez nous partager pour justement donner des idées à nos auditeurs pour cette nouvelle année 2025 ?
Il y a deux produits de Google dont on parle assez peu et qui peut être utilisé par beaucoup d'annonceurs. Donc le premier, c'est le sujet du LIA, donc ce qui est les Local Inventory Ads, ce qui correspond en fait à des annonceurs, des marques qui ont des boutiques physiques. Donc c'est un programme de Google, il faut y être éligible. Mais malgré tout, c'est que quand on va diffuser les annonces, la capacité de lier le catalogue produit au stock réel des boutiques physiques et les différents prix des différentes boutiques si les prix des produits évoluent. Donc pour que une annonce qui détecte où est fait la recherche puisse communiquer directement, justement, ce produit-là, il est en stock pas très loin de chez vous. Donc ça, c'est un format de campagne de Google qui est pareil, assez complexe à déployer manuellement parce que si tu fais le calcul dans ta tête et que tu te dis j'ai 100 produits et j'ai 100 boutiques physiques, il va falloir générer un fichier qui fait 100 x 100, donc 10 000 lignes. Et ça, manuellement, c'est très difficile à déployer. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on accompagne un certain nombre d'annonceurs. Et peut-être deuxième produit de Google, le sujet du CSS. Donc le CSS, c'est tout simplement ce qui permet au moteur shopping de fonctionner, de diffuser les annonces. Quand vous avez une annonce, lorsque vous faites une recherche sur les annonces shopping, c'est là où il y a écrit le par. Et en général, il y a écrit soit Google, soit le nom d'une autre entreprise. En fait, depuis 2018, Google a dû ouvrir à la concurrence à des tiers sur son moteur CSS. Et en fait, le fonctionnement derrière, technologiquement, il est le même pour tous les CSS, plus ou moins. Mais c'est plus au niveau du modèle économique. Google, le CSS de Google, que la plupart des annonceurs ont par défaut, va prendre 20% de marge sur les enchères. Donc une enchère à 1 euro, en fait l'enchère réelle, elle est à 80 centimes. Okay. Et donc là-dessus, chaque CSS est positionné différemment. Moi j'invite tous les annonceurs à se renseigner, à comparer, benchmarker. Nous en l'occurrence, on a déployé le nôtre depuis le début de l'année. Et notre modèle, c'est non pas de facturer sur la marge, mais de facturer un fee fixe. Et donc, quels que soient les budgets investis, les annonceurs, nous, savent ce qu'ils paieront à la fin du mois. Et donc, le retour que l'on a jusqu'à présent des annonceurs qu'on a pu déployer, c'est ils observent une baisse sur les CPC, donc sur leur coût par clic de leurs annonces, puisque justement, ils regagnent un peu cette marge qu'ils avaient perdue. Donc voilà, 2 sujets qui sont souvent sous-cotés, je dirais, le sujet du CSS et le sujet du LIA, qui peuvent être à explorer pour un certain nombre de marques, d'annonceurs. Trop cool. Donc, sujet à explorer si vous n'avez pas encore mis les mains dedans. Voilà. Et pour terminer, quels sont les 3 conseils que vous pourriez donner à nos auditeurs e-commerçants qui veulent performer sur Google Ads en 2025 ? Dans un premier temps, la base, c'est suivre les conversions, suivre ce qu'on veut atteindre. Donc, typiquement, pour un e-commerçant, ça va être des achats. Donc, être certain de bien les mesurer. Ensuite, avoir un flux de catalogue et savoir ce qu'on envoie et sous quel format. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Est-ce qu'on envoie tous nos produits ou pas ? Et ensuite, l'optimiser. Deuxième sujet, ça serait peut-être la manière dont on va communiquer, envoyer son offre à Google, toujours en gardant en tête que c'est la plateforme qui définit les standards sur la manière dont elle peut recevoir l'information. Donc d'où ce travail d'optimisation du flux du catalogue. Donc là, de se tourner aussi vers des experts comme Romain. Voilà. Et ensuite, ça peut être optimiser notre flux, c'est-à-dire sélectionner les produits qu'on veut le plus pousser. Et raisonner, est-ce qu'on a des best-sellers ? Évidemment, c'est 100% des cas, oui. Quels sont les produits qui sont les plus profitables pour nous, pour pousser ces produits à marge ? Et ensuite, sélectionner les produits auxquels on va vouloir donner de la chance. Et un e-commerçant qui va se lancer sur de la publicité, il a forcément des best-sellers via le SEO, via des emailing, etc. Dans un premier temps, l'idée, ça va être d'amplifier ces produits-là. Et après, on verra pour le reste. Et peut-être dernier message, c'est de ne pas se mettre de barrière sur ce qu'on va vouloir communiquer sur notre offre auprès de la plateforme. Donc, ne pas hésiter justement à aller vers des experts comme vous l'êtes sur des questions que les annonceurs vont se poser sur est-ce que je peux déployer ça ? Quel doit être le mix que je dois avoir entre mon search, ma partie PMax pour justement atteindre pleinement des performances ? Et puis derrière, toujours garder en tête qu'il est possible d'avoir un niveau de contrôle, dans 99% des cas, plus important que
celui qu'il est à l'heure actuelle sur la manière dont va être diffusé le catalogue sur Google. Donc voilà. Trop cool. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour tous ces conseils et pour tout ce que vous nous avez partagé. J'aime beaucoup ces épisodes un peu plus techniques où du coup, on voit des choses plus avancées et en même temps, on prend le temps de vulgariser tout ça. Je trouve que c'est vraiment du super contenu pour nos auditeurs et j'espère que ça leur sera utile du coup pour cette année 2025 pour démarrer l'année du bon pied. Merci à vous et je vous dis à très vite. Merci Léa. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à liker et à commenter et à vous abonner aussi également à la chaîne. À très vite!